et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'histoire tout simplement. Nous sommes ici place des Vosges. Derrière moi se tenait avant l'hôtel de Tournelle, cet hôtel où agonisa le roi Henri II après avoir reçu une blessure mortelle à l'œil après un tournoi en 1559. Mais Henri II, c'est d'abord et avant tout le fils d'un de nos rois les plus célèbres, François Ier. L'occasion de revenir sur sa vie. François Ier est né le 12 septembre 1494 à Cognac. Il est le fils de Louise de Savoie et de Charles d'Orléans. C'est à cette époque le roi Louis XII qui règne sur la France. Mais malheureusement, il n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa première épouse, Jeanne de France, puis avec Anne de Bretagne et ensuite Marie d'Angleterre. Mais une idée lui vient à l'esprit. Charles d'Orléans est l'arrière-petit-fils de Charles V. Donc s'il mariait Claude de France, la fille qu'il a eue avec Anne de Bretagne, à François, duc d'Angoulême, ce dernier deviendrait roi. Aussitôt dit, aussitôt fait. À 20 ans, François épouse Claude qui en a seulement 24. Et effectivement, lorsque Louis XII meurt en 1515, François Ier monte sur le trône. Oui, je vous vois venir. 1515, ça vous dit rien ? 1515, c'est Marignan. François. Excusez-moi. Donc, je reprends. Je vais vous faire un résumé de la bataille de Marignan. Il faut savoir qu'en 1515 se déroule la 5e guerre d'Italie, car ce pays est très prisé par la France et d'autres nations qui nouent et dénouent des alliances pour l'obtenir. L'objectif de François Ier est de reconquérir le duché de Milan, gagné et perdu plusieurs fois par les Français. Et le dénouement se jouera à Marignan. Donc, l'armée française n'est pas uniquement composée de Français. Certes, il y en a un certain nombre, mais il y avait aussi des mercenaires allemands, basques et gascons, en plus de la cavalerie et des 60 canons. En tout, on a 35 000 soldats, donc ça fait un bon paquet de soldats pour le roi François. L'armée italienne est menée par le duc de Milan, Massimiliano Sforza, et le pape Léon X. Ils ont à leur service 20 000 Suisses. Et disons qu'avec ces Suisses, ça rigole pas. Ils sont réputés pour leur très bonne efficacité. François est maintenant bloqué par le duc de Milan. Il fait donc bombarder au canon les soldats suisses. Et je peux vous dire que les Suisses, ils ont dégusté, hein. Pendant la nuit, il y a quand même eu une pause pour se reposer. Faut bien qu'ils se reposent, les pauvres soldats. Mais le lendemain, ça chauffe pour les Français. Mais c'est grâce aux Vénitiens que tout s'est arrangé. François Ier a fait appel à eux, ils ont mis la pile aux Suisses. Vous l'aurez compris, le bon roi François a gagné. Ce qui est dommage, c'est que le duché de Milan est repris 10 ans plus tard lors de la bataille de Pavie. Mais ça, on en reparlera plus tard. Autre point pas cool, il y aura eu 15 000 morts à Marignan. Mais une légende est née de cet affrontement. Le chevalier Bayard, sans beurre et sans brioche... excusez-moi. Sans peur et sans reproche, aurait adoubé François Ier le soir de la bataille. En réalité, on ne sait pas trop si c'est vrai. Ce serait plus de la propagande. Faisons un petit saut dans le temps et retrouvons-nous 15 ans plus tard, en 1530. Claude de France est morte depuis 1524. Sympa. 6 ans plus tard, François se remarie avec Éléonore de Habsbourg. Il était temps, hein. En 1523, François Ier engage un procès contre le connétable de Bourbon, que ce dernier perdra. Il finira par s'enfuir. Mais pourquoi tout ça ? Le connétable avait trahi François Ier et s'était mis au service de Charles Quint, l'ennemi juré du roi de France. Justement, parlons-en, ce Charles Quint. Charles Quint est né en 1500 et est le fils de Jeanne la Folle et de Ferdinand d'Aragon. Mais en 1519 se déroulent les élections de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, un immense empire qui englobe beaucoup de pays. Alors comment se passent ces élections ? Il y a d'abord les juges, qui sont en fait payés par les candidats et il ne leur reste plus qu'à choisir un des deux. Souvent celui qui a le plus payé, je ne vous le cache pas. François Ier s'était présenté, ainsi que Charles, roi d'Espagne. Mais aux grandes dames du roi de France, c'est son rival qui est élu. D'ailleurs, je ne peux pas vous parler de François Ier sans évoquer le château de Chambord. Le roi de France rêvait d'un château pour illustrer sa gloire. On pense d'ailleurs que les plans du château ont été faits par Léonard de Vinci, dont je reparlerai tout à l'heure. Mais ce château immense a nécessité des années de construction, et comme c'était à prévoir, François Ier n'y a passé que 72 jours. Ironie du sort, le bâtiment ne sera terminé que sous Louis XIV. Élément central de ce château, l'escalier à double révolution, sans doute imaginé par Léonard de Vinci. Invité au château de Chambord, Charles Quint, oui je sais, François Ier a invité son grand ennemi, Charles Quint aurait dit « Je vois en Chambord l'abrégé de l'industrie humaine ». Mais savez-vous que c'est grâce à François Ier que le français s'est implanté dans notre pays ? Par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, en 1539, il impose le français dans tout le royaume. Il a aussi signé un concordat, un traité d'alliance avec le pape, qui lui donne le droit de nommer les évêques et les abbés. À la fin du règne de François Ier, il y a beaucoup moins d'éclats et pas mal de catastrophes. La première, le désastre de Pavie en 1525, où le duché de Milan est repris par les Italiens.
En fait, on a fait Marignan pour rien, quoi. Et en plus, pendant la bataille, François Ier est fait prisonnier. Il est obligé de laisser ses 2 fils en otage. Parmi eux, le futur Henri II. Mais je ne sais pas pourquoi on a beaucoup moins entendu parler de Pavie que de Marignan. Le deuxième problème, la nouvelle religion apparue en 1517, le protestantisme. Ses adeptes sont les protestants. Ils se révoltent contre l'église catholique qui, à cette époque, avait mis en place le commerce des indulgences. Alors qu'est-ce que c'est les indulgences? C'est un commerce organisé par l'église. En gros, vous aviez fait un péché, et pour le salut de votre âme, vous payez à l'église. Et cet argent servait à construire principalement des édifices religieux. Et les protestants ne sont pas du tout d'accord avec ça. François Ier est au départ assez tolérant, mais il finit par commencer des persécutions après l'affaire des placards. Ces affaires avaient scandale car les protestants sont allés jusqu'à coller des affiches critiquant la messe catholique sur la porte de la chambre du roi à Amboise. François Ier a aussi invité des artistes, principalement italiens, qui ont contribué à la Renaissance française. Et oui, car il n'y a pas eu qu'une seule Renaissance. Déjà, il y a eu la Renaissance italienne, qui a débuté à la fin du XIVe siècle. Et grâce à notre roi François, il y a aussi eu la Renaissance française. On a d'abord Léonard de Vinci, le génie italien par excellence, sur lequel j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir en haut à gauche. Mais il y a aussi le primatiste, grand peintre, architecte et sculpteur, qui orna de ses œuvres le château de Fontainebleau. Mais tout règne à une fin. Le 31 mars 1547, le roi de France, atteint de septicémie, s'éteint au château de Rambouillet. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'approfondir vos connaissances sur un roi si emblématique du XVIe siècle. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, je suis allée place des Vosges. Et dans les bâtiments entourant la place des Vosges a résidé un homme illustre, Victor Hugo. Et maintenant, à l'endroit de son appartement se trouve le musée Victor Hugo. Je vais donc vous présenter le site officiel. Nous voici sur le site officiel de la maison de Victor Hugo, place des Vosges. Alors sur ce site, on va voir plusieurs informations. Déjà, on peut poser des questions à la femme de Victor Hugo. Non, c'est pas des blagues, regardez. Je clique. Regardez, elle m'écrit. Bonjour, je suis Adèle Hugo, femme de Victor Hugo. Certains prétendent que je suis un robot. Je n'en crois pas un mot. Je suis là pour vous aider à en savoir plus sur Victor Hugo et sur cette maison dont je suis la maîtresse. Voilà. Donc on a en gros des images des différentes pièces de la maison, par exemple le salon chinois ou le salon rouge, l'antichambre, etc., etc. Donc là on a le salon chinois. Tenez, je vais vous lire le petit descriptif. L'appartement que Victor Hugo loua de 1832 à 1848 au 6 Place Royale, devenu Place des Vosges, est aujourd'hui aménagé de façon à vous faire parcourir sa vie tout en évoquant ses écrits à travers les meubles, objets et œuvres d'art lui ayant appartenu ou bien encore qu'il a créé lui-même. Par exemple, dans le cabinet de travail, vous allez voir les images, le portrait de Victor Hugo, si célèbre. C'est dans ce lit que meurt Victor Hugo le 22 mai 1885, donc c'est pas n'importe quel lit quoi. Et vraiment, je voudrais vraiment la visiter, on n'a pas pu la dernière fois parce qu'on a visité l'exposition Napoléon de musée Carnavalet, mais j'aimerais vraiment pouvoir aller le visiter un jour. J'espère que vous allez pouvoir y aller vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je dis n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et à bientôt pour un prochain épisode de l'histoire tout simplement. Bye bye. En 1523, mais il y a aussi le primatiste, grand peintre,